Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, on reçoit un courtier d'expérience. J'ai une surprise pour vous. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le bistrot de Limo, la capsule où on vous parle d'immobilier. Puis aujourd'hui, combien d'années d'expérience, Stéphane? Plus de 32 ans. Plus de 32 ans. Donc, j'ai un courtier vraiment chevronné devant moi, Stéphane Surmel. C'est courtier Via Capital dans la région de Québec. Oui, Via Capital Select. Select en plus. Ouais. Vous avez un service vraiment hors pair, hein? Vous mettez dans votre nom. Ah oui. Mais Stéphane, 32 ans dans le courtier, là, dans le courtage immobilier, je veux dire, tu as tout le temps fait ça pratiquement. Qu'est-ce qui t'a amené dans le courtage? Ben oui, j'ai pratiquement tout le temps fait ça. En réalité, écoute, je pense que tu vas être le premier à savoir la vraie histoire, là. Je suis parti apprendre l'anglais à Toronto, puis j'ai eu la chance de travailler là-bas pour une multinationale. Et puis, c'était super intéressant, super formateur. Par contre, ma famille, mon grand-père était courtier immobilier, puis il avait été président cofondateur de la Chambre immobilière de Québec. Mon père était courtier immobilier, ma mère est courtier immobilier, mon oncle, tante sont courtiers immobiliers. Alors, c'est sûr que je revenais à Noël ou quand je les voyais dans le temps des fêtes, ça parlait d'immobilier. Puis, bon, il avait l'air d'avoir du fun, oui, bien sûr. Il aimait ce qu'il faisait. Je voyais que c'était des gens passionnés par l'immobilier. Puis en plus, tu sais, ce qui comptait, il y avait beaucoup d'histoires très, très humaines. Tu sais, j'entendais mon père dire, ben, tu as une rue, puis derrière chaque porte, là, il y a une histoire. Oui, c'est ça. C'est pas juste une maison. Il y a un humain, il y a quelqu'un qui l'habite. Il y a une relation, là, tu sais, puis on est privilégié de pouvoir rentrer chez ces gens-là. Ils nous invitent chez eux. Alors, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, vraiment humaines, touchantes, qui sont venues, en tout cas, moi, me toucher. Et j'aimais beaucoup ça. Et j'avais été faire là, de la vente pour une compagnie à Toronto. J'avais eu une belle formation. Je reviens à Québec. Et là, je me suis dit, ben, ça serait naturel que j'aime aussi ce côté-là dans l'immobilier. Puis on m'avait dit dans cette entreprise-là que j'avais un talent d'empathie que moi, je ne reconnaissais pas à l'époque. Tu es trop jeune, manque de maturité. Et j'ai commencé comme ça dans l'immobilier et je crois que ce côté relationnel-là, le côté empathie, fait que je reste dans l'humain. Puis comme ça, j'adore l'immobilier, tu sais. Puis que naturellement, ben, toutes les valeurs qui m'ont été transmises par mon père et ma mère, et même, j'ai eu la chance de travailler aussi avec mon grand-père. Ça, c'est une autre affaire aussi, même, hein? tu sais. Puis dans ce temps-là, le modèle d'affaires était différent. On était vraiment des agents immobiliers, là, tu sais. L'OASIC n'existait pas. Il n'y avait pas d'Internet. Incomparable, c'est plus difficile à faire. Incomparable, oui, c'était difficile à faire, tu sais. C'était complètement un autre monde. Alors aujourd'hui, on est tellement chanceux avec tous nos outils technologiques dans l'immobilier, là, c'est fantastique. Là. Si un courtier te dit que ça lui coûte cher d'essence parce que l'essence a monté, dis-toi que dans ce temps-là, s'il en visitait 50 maisons, ça lui coûtait aussi beaucoup d'essence. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de ta première transaction? Oui. Écoute, moi, je suis rentré dans un marché d'acheteurs. On ne choisit pas le marché dans lequel on rentre. Hein? Et les taux étaient à 15, net passé à 13, crise d'Oka, guerre du Golfe. Et puis, je rentre là-dedans. Et puis, ça m'a pris 6 mois faire ma première transaction immobilière. C'était une méga transaction. Un restaurant à 30 000 sur le boulevard Charest. OK. Un fonds de commerce. Alors, tu sais, et puis, ben, ça m'a pris 6 mois. Puis ma commission, ben, je la devais. Hein? Ouais, c'est ça. Je n'avais pas encore vendu assez. Puis j'avais trouvé ça, wow, difficile, tu sais. Mais j'avais tellement aimé ça, là. OK. Tu sais, le monde était cool, là. Le propriétaire avec moi qui m'avait probablement fait confiance de vendre son restaurant. Ouais. L'acheteur, j'avais appris énormément. Puis les courtiers plus âgés étaient tellement généreux de leur temps. OK. Tu sais, alors Donc, c'est plusieurs courtiers sur la même transaction, dans le fond? Non, pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que tu sais, dans le bureau que j'étais, Oui. on y avait peut-être. C'était un gros bureau pour l'époque, 40 agents immobiliers. Puis, tu sais, il y avait une belle collaboration. C'est surtout ça que je veux te dire. Puis ça, au début, ben, ça m'a porté tout le long. Là, Oui. tout le long. Ouais, c'est peut-être quelque chose que les gens savent moins, mais en effet, il y a beaucoup de collaboration entre les courtiers. Vous êtes des PME chacun, Oui. mais vous êtes en dessous d'un bureau, puis en effet, en dessous d'une équipe. Puis, tu sais, dans le fond, il y a même, le monde ne savent pas, mais tu peux avoir autant des amis chez Remax que chez, tu sais, dans d'autres bannières que chez Via aussi. Là, Définitivement, même que
écoute, avec le temps, puis j'ai des amis qui ont changé de bannière, puis c'est correct, ou ils ont changé de modèle d'affaires, ou d'autres ont quitté, peu importe. Écoute, c'est sûr que tu as des affinités aussi différentes avec différentes personnes. Et là, maintenant, nous sommes des courtiers. Comme tu dis, on est des gens de petites... On n'est même pas des PME, on est des PE, des petites entreprises. Puis on travaille pour une agence. Par contre, il y a toujours l'effet que, oui, c'est du courtage. Alors, il y a une transaction, puis on est mis en compétition. On est mis en compétition, mais au moment qu'on est pour aller solliciter ou te challenger pour avoir une autorisation de vente ou un mandat d'un vendeur. Mais cependant, au moment que le mandat a été attribué, ben, ton chapeau a changé. Tu es un collaborateur. Puis c'est tes premiers clients, les courtiers collaborateurs, parce que si tu regardes sur, je ne sais pas, moins 100 transactions qui se font, s'il y en a 60 qui se sont faites avec des collaborateurs, puis aujourd'hui, ça va augmenter encore plus avec le contrat acheteur, bien, c'est certain que tu as tout intérêt à être reconnu comme un excellent collaborateur. Tu amènes justement sur un bon point le fameux contrat acheteur. C'est une nouveauté un peu dans le marché. Dans le fond, la loi a comme un peu changé. Puis honnêtement, je pense qu'il y a quand même du bénéfice pour le consommateur. Oui. J'ai déjà entendu des parallèles où est-ce que tu ferais confiance à l'avocat qui est autant pour la défense que... Tu ne prendrais pas le même avocat pour la défense que pour l'autre côté. Fait que, est-ce que tu prends le même courtier pour les deux bords de la transaction, comme on dit? En effet, il y a peut-être un bénéfice, mais peux-tu m'en parler plus? Là, le contrat acheteur, justement, pas qui, là, mais moi, je suis un acheteur, j'arrive sur une propriété, justement, que toi, tu vends. Oui. En théorie, mais pas en théorie, mais maintenant, je devrais être accompagné de mon propre agent aussi parce que tu ne pourrais pas représenter les deux bords. Oui, bien là, c'est ça. Effectivement, depuis juin 2022, le contrat acheteur, ça fait longtemps qu'il existe. Oui. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Là. Par contre, ce n'était pas un réflexe nécessairement pour tous les courtiers de l'utiliser, même s'il y avait plusieurs grands avantages pour eux comme pour leurs clients. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2022, bien là, l'OASIC a dit bien ça suffit. Maintenant, on s'en va vers ça. Puis il fallait s'en attendre. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et même quand j'étais agent immobilier dans les années 90, on souhaitait une réforme. On voulait devenir même un bureau de profession. Par contre, là, il y a des étapes à passer. On n'est pas encore rendu à un cours universitaire. Mais cela dit, j'échappe un peu à ta question, c'est que le contrat acheteur, effectivement, le problème, c'est qu'on a toujours travaillé comme ça sans s'en rendre compte un peu. Bon, on est lié juridiquement par le vendeur. Et de l'autre côté, il y a un acheteur qui nous appelle. On est tout content de lui vendre. Selon ton code d'éthique, si tu te rappelles que toujours deux humains chaque côté de la transaction, ça va assez bien, tu te dis, bien, je vais être légal, je vais être moral, je vais travailler pour le bien de tous. Cependant, à quelque part, tu es payé à la performance pour envoyer les meilleures conditions possibles, au meilleur prix possible à ton vendeur. Alors, c'est difficile de dire à l'acheteur, je vais te négocier les meilleures conditions possibles au meilleur prix possible. Puis je vais te dire aussi comment on a fait pour établir le prix de vente de sa maison. Tu sais. Il y a un conflit d'intérêts, puis il y a même un conflit d'information là, tu sais, à ce niveau-là. Mm-hmm. Alors, je verrais mal, effectivement, un avocat qui protège un meurtrier, être en même temps la couronne, puis dire au juge, je fais une bonne job. Oui, je vais être moral, je vais être correct avec ça. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est pas juste dans l'immobilier, c'est un mouvement mondial. Tu sais, on l'a demandé, nous autres même, à nos politiciens d'être plus transparents, puis plus équitables, puis de ne pas se mettre en conflit d'intérêts. Alors, je pense que de tout, qu'il y a des gros montants d'argent significatifs, là, ben, je pense que c'est de soi. Là, Puis justement, dans ta pratique ou dans tes us et coutumes, est-ce que tu en prends des acheteurs ou tu es plus du côté vendeur habituellement? C'est quoi ton... pas ta spécialité, mais tu sais, comme ta préférence? Je préférais toujours être un inscripteur. Puis le modèle d'affaires dans le courtage souhaitait ou nous dirigeait vers l'inscription. Puis dans ce temps-là, on se disait tout le temps, on va faire souvent deux, on va être plus profitable. Les deux bords de la vente. On va faire les deux côtés transactionnels. Puis bon, c'est très bien. D'autres ont appris à travailler directement avec les acheteurs. Moi, j'ai toujours travaillé avec les acheteurs aussi. Écoute, tu as vendu à un monsieur, une madame, puis leur enfant a grandi, puis maintenant, tu te le réfères. C'est une belle marque de confiance, oui. Puis là, tu veux l'aider. Ce jeune-là a bien démarré, tu sais. Alors, c'est sûr que ça va me faire plaisir de le représenter comme acheteur. Alors, moi, je te dirais que autant que je prends des contrats vendeurs, je prends aussi des contrats acheteurs. Puis c'est notre job. Là, Est-ce que justement, là, tu me parles de référence, puis tout ça, dans le fond, des gens qui reviennent, donc
en effet, tu établis des relations long terme avec certains de ces clients-là. Là. Puis c'est plus des clients, ça devient des bonnes connaissances au moins. Là, tu touches quelque chose de sensible, je te dirais, parce que le modèle des agences et des réseaux est basé beaucoup sur du transactionnel puis la performance. Puis c'est correct. C'est comme ça, c'est une mentalité. Cependant, moi, je te dirais que c'est sûr qu'il faut que je gagne ma vie. Là. J'ai un modèle d'affaires, mais mon modèle d'affaires est vraiment basé sur le relationnel. Au moment que je me rappelle, quand j'étais transactionnel, au moment que je pensais, je suis en train de faire une transaction, puis j'étais déjà en train de penser à l'autre, ça ne marche pas. Là, la personne est là, elle te fait confiance avec probablement l'affaire qui a coûté le plus cher, le plus gros investissement de sa vie, de maison. Écoute, elle veut que tu sois là. Puis en plus, elle te donne une part de son profit en commission ou en rétribution. Appelle ça comme tu veux, c'est la réalité, c'est ça. Puis c'est pas des bananes, cette commission-là. Alors, à un moment donné, il faut que tu sois relationnel, il faut que tu sois empathique, il faut que tu sois présent pour ces gens-là. Et la même affaire pour l'acheteur. Là, c'est un moment important. Puis ces gens-là aussi, autant que tu as des gens extrêmement pragmatiques, quand ils arrivent dans une transaction immobilière, c'est fou comme l'émotion. Bien, comme dans toute transaction, l'émotion est là, on le sait. Mais dans l'immobilier, encore plus. Là, Bien, as-tu une histoire justement d'un client qui est revenu 2 ou 3? C'est quoi, mettons, le record que tu as eu de nombre de transactions avec la même personne, mettons? Bien, il y a une maison, elle, c'est drôle parce que je l'ai vendue comme 4 fois. Mais pas comme. Je ne l'ai pas vendue comme. J'ai vendu 4 fois cette maison-là parce que, bon, les gens qui l'ont acheté une première fois me l'ont donné à vendre. Les gens, à l'époque, me l'ont donné à vendre, ainsi de suite. Celle-là, tu la connais. Alors, celle-là, je suis rentré là, à part qu'ils avaient changé la peinture, je me disais, OK, tu la connaissais presque mieux qu'eux autres. Puis oui, j'ai des gens, écoute, qui avaient mon âge quand je leur ai vendu une maison parce que dans le temps, bien, c'était plus difficile. Il n'y avait pas de mise de fonds de 5 il n'y avait pas d'assurance SCHL. Power Corporation n'avait pas encore trouvé la défaillance pour refaire un rap avec ton rire. Puis il y avait des gens qui avaient eu leurs parents qui étaient venus les aider, puis il y avait peut-être mon âge, 22 ans, puis écoute, ils étaient déjà en famille, ils voulaient une maison. Alors eux, ben, ça va vite que... à un moment donné, la famille a encore grossi, ils trouvaient une autre maison, puis après ça, ben ils ont voulu un bloc appartement, puis après ça, un autre bloc appartement, puis à un moment donné, une résidence secondaire, un chalet, tu sais. Puis à un moment donné, bien, les enfants iraient faire leurs enfants, tu sais. Alors, j'ai eu cette chance-là de vraiment participer, d'accompagner, puis rentrer dans des familles, puis pendant une période donnée, tu étais l'ami de la famille. Oui, c'est ça. Le conseiller immobilier, hein, dans le fond, je sais que... les familles sont souvent justement un conseiller financier pour s'occuper de leurs finances, mais honnêtement, je vois tout à fait l'avantage d'avoir un conseiller immobilier dans son entourage. Parce que plusieurs situations, on peut en demander un. Là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est ça aussi quand tu établis une transaction relationnelle avec tes clients, puis ils savent que tu es toujours disponible pour eux pour des questions d'immobilier, ou indirectement rattachés à l'immobilier dans le temps, ils ne sont pas gênés de t'appeler. Hey, salut Stéphane, quand ça fait déjà 1 an, 3 ans, 4 ans qu'on s'est parlé, peu importe, ou 3 mois, tu sais, ça dépend des relations, puis comment tu rencontres ces gens-là. Et là, ils t'appellent, puis là, j'ai une question. Ou j'ai un problème. Mon train français a un problème. Je suis sûr que tu connais plein de monde qui peut référer. Je t'appelle à savoir, ça, c'est-tu un vice caché? Ou ça, c'est qu'est-ce que tu as des amis d'affaires qui travaillent, exemple, dans les drains français, comme tu dis, ou dans les puits, ou as-tu des gens à nous référer, tu sais? Ou il arrive à un moment donné aussi qui ont eu quand même des bonnes recommandations au niveau de l'hypothèque, tu sais, un courtier hypothécaire ou quelqu'un de leur institution bancaire, puis ils veulent juste comme valider. Deuxième opinion. Deuxième opinion. J'ai un peu comme vérifier, il y a des gens qui veulent toujours voir, tout d'un coup, dans mon angle mort, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Puis ils m'appellent, puis moi, je leur dis, regardez, le tableau d'ensemble avec ce que vous me dites, ça semble très bon, ce que vous avez. Puis si vous voulez vraiment aller encore plus loin, bien, je peux vous référer quelqu'un d'autre juste pour valider. Mais alors, d'autres fois, je dis, oh, mon Dieu, selon le profil, puis ce que tu veux faire, est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour toi? T'sais? Alors là, on va questionner, rentrer en conversation, voir les objections, puis tout ça. Puis là, ben, je vais pouvoir être en mesure de faire des recommandations, au même titre que quand tu vas voir ton médecin. Bon, il te fait des recommandations. Là. Tout à fait. En effet, pour finir, ça serait quoi ta
recommandation ou ton petit truc que tu pourrais donner à un premier acheteur qui veut rentrer sur le marché immobilier présentement? T'aurais-tu un petit conseil pour eux? Bien, le premier acheteur, comme tous les autres acheteurs, il est émotif, il a hâte, il est motivé. Vraiment, c'est d'aller présentement avec... ça a toujours été, mais c'est vraiment, je pense, s'ils veulent être confortables avec même les premiers contacts avec leur courtier, c'est d'avoir été même faire leur préqualification bancaire. T'sais. À ce moment-là, ils arrivent dans ton... Je le sens, ça se sent, là. Ils sont dans ton bureau, puis je leur dis, avez-vous été préqualifié? Ou vous me disiez que vous aviez été préqualifié? Avez-vous votre lettre de préqualification? Ah, ben on a juste vérifié sur Internet, on pense que... L'autre qui arrive, il dit hey, moi, regarde, j'ai ma lettre de préqualification, je peux aller là, mais je veux juste aller là. Puis lui, déjà, tu vois qu'il est déjà. La première préparation du processus est faite. Là, okay. Il est solide. Donc, en effet, excellent dernier conseil. Vous êtes sur le marché immobilier, premier acheteur, même, comme tu dis, plus aguerri. Ayez votre lettre de préapprobation, vous allez avoir une meilleure idée de votre capacité d'emprunt et de voir justement quel genre de propriété vous pouvez vous procurer. Mais entre-temps, visitez les réseaux sociaux de Stéphane Turmel. D'autres capsules d'informations sur l'immobilier vont y apparaître. Sur ce, à la prochaine.